de la médiathèque de Montreuil pour un interview spécial de Alice Rebaud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la bibliothèque Robert Desnos pour l'émission « Et moi, qu'est-ce que j'en pense ?» saison 12, consacrée à l'amitié. Nous sommes deux classes de 3e de Marais-de-Villiers et de Colonel Fabien à Montreuil. Nous avons appris à être journalistes et à mener des entretiens avec la journaliste Elsa Sabado, puis à devenir caméraman, réalisateur, ingé son ou clapman avec l'association AVEC. Nous accueillons cette année Alice Rebaud, autrice de l'essai Nos puissantes amitiés aux éditions La Découverte. Avec elle, nous allons nous poser des questions sur l'amitié, ce qui la fait vivre, ce qui la menace, ce qui la différencie des autres types de relations. On va laisser la parole à Félix pour une petite présentation. Bonjour et bienvenue Alice Rebaud. Bonjour. Vous avez 28 ans et travaillez en tant que journaliste pour le journal Le Monde. Vous avez publié l'année dernière votre essai s'intitulant « Nos puissantes amitiés ». Nous aimerions vous poser quelques questions sur votre parcours. Pour commencer, où avez-vous grandi et dans quel type de milieu ? Moi, j'ai grandi dans la campagne toulousaine, à la frontière du Gers, dans un milieu plutôt privilégié. J'ai deux parents qui sont médecins, mais dans une campagne qui était assez éloignée de toutes les commodités urbaines, avec un seul bus qui passait dans la journée à 7h du matin. Et sinon, voilà, il fallait prendre sa voiture. Et du coup, pour vos études, comment est-ce que vous faisiez ? Pour mes études, du coup, je suis partie en ville, à Toulouse, où j'ai fait des études de lettres. Et ensuite, je suis allée à Paris pour faire une école de journalisme au centre de formation des journalistes. Est-ce que vous avez déjà voulu retourner vivre dans la campagne toulousaine ? Non, pas retourner là-bas. En plus, mes parents n'y habitent plus, ils ont déménagé. Mon cœur va plutôt vers la Bretagne, où sont nés aussi une partie de ma famille et où je regarde maintenant, voilà, pour m'installer. Bon, merci. Je dois laisser la parole à Leïla maintenant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour, je m'appelle Leïla et ma question c'est quel type d'études avez-vous fait ? Avez-vous envisagé d'autres études ? Alors moi, j'ai fait, après le lycée, une classe préparatoire littéraire à Toulouse. Et ensuite, j'ai terminé ma licence de lettres en Erasmus, en Finlande. Et ensuite, j'ai passé des concours pour faire une école de journalisme. Donc, j'ai fait l'école de journalisme à Paris, le centre de formation des journalistes. Et je ne sais pas si j'avais envisagé dès le début de faire journaliste, mais en tout cas, des lettres, oui, depuis que je suis toute petite, j'ai envie, voilà, de faire des études littéraires. Donc, je n'avais pas forcément envisagé de faire autre chose que ça, à part que peut-être j'aurais pensé peut-être devenir éditrice, enfin voilà, faire peut-être un autre métier dans le livre et pas forcément dans le journalisme, mais le journalisme est venu petit à petit. Alors, c'est assez intéressant. Est-ce que ça vous a intéressé quand vous avez su que vous allez faire des livres, vous allez lire des livres ? Est-ce que ça vous a... Oui, je lis beaucoup depuis que je suis toute petite. Je suis une grande lectrice, j'adore ça. Et donc, j'écrivais aussi des petites nouvelles dans ma chambre quand j'étais enfant. Et donc, j'ai toujours eu envie de faire un métier qui me permettait d'écrire. Et le journalisme, c'est un peu à la frontière entre ces deux choses, à la fois la lecture et l'écriture, parce qu'on lit beaucoup, on fait beaucoup de recherches, etc. Moi, je lis aussi de la fiction pour me nourrir pour nourrir mon travail. Et puis, c'est beaucoup d'écriture. Merci de m'avoir écouté. Bonjour Alice Rebaud, je m'appelle Valentina. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de travailler pour le journal Le Monde ?
C'est venu un petit peu par hasard, si je peux dire. J'étais en école de journalisme où j'ai fait une première année un peu classique, normale, où j'allais en cours, etc. Et pour la deuxième année, j'avais la possibilité de le faire en apprentissage. Donc ça veut dire qu'on est un temps à l'école et puis un temps en entreprise. Et le journal Le Monde proposait des places d'apprentissage, notamment dans la rubrique où je suis toujours aujourd'hui, qui est la rubrique Campus, qui traite des enjeux d'éducation, de jeunesse, d'études supérieures, de premiers emplois. Et ces questions m'intéressaient, donc j'ai postulé et j'ai été prise. Merci. Bonjour Alice Rebaud. Bonjour. Le dictionnaire de l'Académie définit l'amitié comme sentiment d'affection, de sympathie qu'une personne porte à une autre, et qui n'est fondé ni sur les liens du sang, ni sur la passion amoureuse. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette définition ou en auriez-vous une autre? Moi, je mets pas vraiment de définition dans mon livre de l'amitié parce que je trouve que c'est un mot qui est finalement tout petit pour dire une multitude de manières d'être en relation. C'est-à-dire que nos amis, ça peut être des personnes qu'on voit tous les jours, des personnes qu'on voit de temps en temps. Ça peut prendre vraiment plein de formes, l'amitié. Donc c'est vrai que je m'hasarde pas à faire une vraie définition aussi parce que je trouve que c'est un lien qui est mouvant, qui est en mouvement, qui change constamment. Je rajouterais peut-être à ce que dit cette définition qui parle notamment de liens choisis, que c'est aussi l'amitié, un endroit où on prend soin les uns des autres, c'est un espace souvent de découverte de soi, et donc il y a plein de choses très puissantes et très belles dans l'amitié. D'accord, merci pour cette réponse très pertinente. Bonjour Alice Rebaud, je m'appelle Eline. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler sur le thème de l'amitié et pourquoi est-ce que ce type de relation vous intéresse-t-il particulièrement? J'ai décidé de travailler sur l'amitié parce que je me suis rendu compte que c'était un lien un peu invisible dans la société dont on ne parlait pas trop. Il y a très peu d'études qui sont parues sur la question de l'amitié. On s'intéresse d'habitude beaucoup plus à l'amour, à la famille, à la parentalité. Et pourtant, nos amitiés, je trouve que c'est des liens, des espaces qui sont très importants en fait, dans nos vies, qui parfois nous structurent, qui nous font avancer, nous permettent de nous découvrir. Et donc je trouvais totalement dommage en fait qu'il y ait si peu de ressources qui existent sur ce sujet. Et en parallèle, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui regrettaient le fait que l'amitié soit placée au second plan dans nos existences et qui avaient envie de faire en sorte que ce soit un lien qui soit un peu plus valorisé, auquel on donne plus d'espace et plus d'attention. Et donc, c'est deux choses, à la fois le fait qu'on en parle si peu, qu'il y ait peu de ressources, et puis ce mouvement qui est un peu en train de monter en France, de personnes qui remettent l'amitié au centre de leur vie, qui créent des projets avec des amis. Ces deux choses conjointes m'ont donné envie d'écrire dessus. D'accord, merci. Bonjour Alice Rebaud. Bonjour. Quand vous repensez à votre adolescence, c'est quoi l'amitié pour vous? Pour moi, pendant l'enfance et l'adolescence, l'amitié, c'était beaucoup autour de la créativité. On se créait des mondes, on s'inventait des histoires, on s'inventait des métiers. C'était beaucoup de fiction en fait finalement qu'on faisait dans la campagne où j'étais. Parfois, on écrivait même des histoires ensemble à plusieurs sur du papier. Et puis ensuite, les années passant, je pense que l'amitié est devenue peut-être un petit peu moins fluide, un peu moins facile, et je pense que c'est aussi important de le dire. Parfois, je me sentais pas forcément très à l'aise ou dans la possibilité de montrer totalement qui j'étais dans l'amitié. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai davantage réfléchi ces dernières années, où j'ai rencontré des amis avec lesquels je me sens un peu comme à la maison, où c'est très facile en fait finalement d'être soi et de laisser tomber un peu ses défenses. Et où du coup, j'ai pu faire un peu la comparaison avec ce qui avait pu être parfois certaines relations que j'avais pendant mon adolescence, et ça m'a beaucoup frappée, cette différence-là. Okay. Merci beaucoup. Bonjour Alice. Bonjour. Maintenant que vous êtes adulte, qu'est-ce qui a changé dans votre manière de vivre l'amitié et de l'apercevoir?
J'ai rencontré, moi, ces dernières années, des amitiés qui m'ont un peu bouleversée, qui ont changé beaucoup de choses en moi. C'est des amitiés qui ont été des espaces de découverte, des espaces aussi où on prend soin les uns des autres. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait dans ces liens-là quelque chose de vraiment puissant, enfin, quelque chose qui nous permet de nous émanciper aussi, d'aller chercher certaines choses en soi auxquelles on n'avait peut-être pas pensé, de s'encourager les uns les autres. Et donc, j'ai dans mes amitiés, je chéris beaucoup mes amitiés aujourd'hui à l'âge adulte, d'autant que voilà, c'est de plus en plus difficile quand on a passé la vie étudiante, la vie adolescente, de continuer à entretenir ces amitiés parce que la société nous pousse plutôt à faire autre chose, ou bien nous pousse à travailler. Voilà, on a peu de temps, etc. Donc je mets un vrai point d'honneur aujourd'hui à nourrir activement mes amitiés. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, sur quoi travaillez-vous? L'amitié restera-t-elle au cœur de vos projets? Aujourd'hui, je prépare un livre à destination des adolescents, donc plutôt votre tranche d'âge, sur l'amitié, avec plusieurs questions qu'on peut se poser à vos âges sur les relations amicales. Ça paraîtra à la fin de cet été, en fin août, aux éditions La Ville Brûle. Et ensuite, dans le reste de mon travail de journaliste, je traite des sujets très très différents toutes les semaines, des sujets divers et variés autour de la question des jeunesses. Donc pas nécessairement autour de l'amitié, mais parfois ça revient quand je parle de la question de l'intimité. Merci Alice Rebaud. Nous allons passer à la séquence suivante qui est Portrait Amitié. Bonjour. Pour cette séquence, si vous êtes d'accord, nous allons vous demander de choisir l'une de votre amitié. Nous allons l'examiner en détail ensemble. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, d'accord. Quand et comment vous êtes rencontrés? Alors, je pense à une amie qui s'appelle Claire, que j'ai rencontrée il y a 8 ans en école de journalisme, dès ma première année d'école de journalisme. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cette personne? Qu'avez-vous aimé chez elle? Je pense que c'était un lien qui était plutôt facile, dans le sens où la discussion était fluide. Je me sentais vraiment en confiance. C'est une personne qui est à la fois très douce et très gentille, en même temps qui a un petit grain de folie. Et je pense que j'aime beaucoup ça chez elle. Et quelles activités faites-vous ensemble? On discute déjà beaucoup, on passe du temps comme ça, autour d'un dîner, autour d'un verre à discuter. On va au cinéma, on aime beaucoup aussi marcher au bord de la mer ensemble, partir en vacances. Donc voilà, on fait toutes ces petites choses qui paraissent un peu du rien, mais qui en fait sont très importantes dans la vie. D'accord, merci pour vos réponses. Bonjour Alice Rebaud. Bonjour. Vous êtes amie avec Claire. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que cette amitié vous apporte. C'est un lien qui est très important pour moi parce que c'est un lien de confiance qui est presque devenu une forme de pilier dans ma vie. C'est une des personnes vers laquelle je me tourne quand j'ai un problème, quand j'ai quelque chose à dire, et puis elle fait pareil de son côté. C'est aussi une des premières personnes à qui j'ai envie de dire mes petites réussites, les choses nouvelles qui m'arrivent, et partager une forme de fierté ensemble aussi. Et puis, c'est un lien aussi de légèreté où on passe des moments simplement autour d'une forme de douceur qui est, je pense, très importante. Quel est votre meilleur souvenir avec cette amie? C'est difficile, ça. Mon meilleur souvenir, je pense au moment qu'on passe parfois l'été ensemble au bord de la mer, simplement à manger des gaufres au Nutella. Voilà, ça fait partie des meilleurs moments, je pense. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Marina et j'ai une question à vous poser. Comment votre relation a-t-elle évolué? Eh bien,
au tout début, quand on s'est rencontrés, on était dans la même école, donc on se voyait au quotidien très régulièrement, on habitait très proches l'une de l'autre, donc il y avait une sorte de facilité aussi à pouvoir se voir constamment et donc à entretenir le lien comme ça. Aujourd'hui, maintenant qu'on travaille et qu'on habite plus du tout, on habite un petit peu plus loin l'une de l'autre, eh bien ça nous demande du coup de plus prendre des rendez-vous, de réfléchir, de s'écrire pour s'aménager des moments privilégiés ensemble. Donc je pense que la relation a changé un petit peu en ça, dans le sens où il nous faut garder plus à l'esprit qu'il faut prendre le temps d'en prendre soin, de l'entretenir et puis de se créer des moments à deux auxquels qu'il faut prévoir, qu'il faut réfléchir. Et y a-t-il déjà eu de l'ambiguïté entre vous ? Non, jamais. C'est vrai que c'est marrant parce que au tout début, quand on s'est connus et qu'on se voyait très très régulièrement, on passait des moments, toutes les deux où on discutait beaucoup chez l'une, chez l'autre. Et bien, c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensaient dans notre école qu'on était ensemble romantiquement, un peu comme si, finalement, si on avait des liens très très forts, très privilégiés avec des personnes, ça pouvait être que des liens romantiques, que des liens amoureux. Alors qu'en fait pas du tout, il n'y avait pas du tout de sentiments amoureux entre nous deux et pas non plus d'attirance sexuelle, et ce qui montre aussi que dans l'amitié il peut aussi se jouer des choses très très fortes, même si la société ne nous encourage pas à penser les liens d'amitié comme ça, comme des liens puissants et très intenses émotionnellement. Merci d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que vous avez toujours été honnête avec cet ami ? Je pense que oui, je pense que oui. Parfois, c'est plus ou moins difficile de dire les choses malgré tout. Je pense que j'ai jamais menti, en tout cas pas à ma connaissance, il faudrait que je réfléchisse plus, mais peut-être que parfois, dire un peu ce qu'on a sur le cœur, c'est pas si simple que ça. En plus, on nous apprend pas trop dans notre société à échanger vraiment avec nos amis, à communiquer, à dire ce qu'on a de profond sur le cœur, à parfois avoir des discussions compliquées et difficiles sur ce qui peut ne pas aller potentiellement ou sur des questions qu'on se pose. Donc c'est vrai que parfois peut-être que j'ai gardé des choses pour moi et c'est peut-être un manque d'honnêteté, je sais pas. Moi je pense que non, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous laissez faire cet ami des choses que vous ne laisserez pas les autres faire ? Si oui, quoi ? Non, je pense pas. Moi, je vois pas justement l'amitié comme un endroit où les personnes peuvent avoir tous les droits en fait sur soi. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir cette représentation-là de se dire en fait un ami, c'est la personne pour qui je ferai absolument tout, la personne qui pourrait faire tout et n'importe quoi et finalement je lui pardonnerai toujours. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois plutôt ça comme un lien plutôt exigeant, l'amitié, où il faut être on peut pas dépasser les bornes d'une certaine manière. Donc non, je dirais pas que je la laisse faire quelque chose que je ne laisserai pas faire à quelqu'un d'autre. Merci. Y a-t-il des choses que votre amie elle fait que vous n'aimez pas ? Je pense que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la difficulté parfois de parler. Je sais qu'on a, et c'est mutuel, cette difficulté parfois à dire un peu ce qu'on a sur le cœur, à prendre un peu, à se retrousser les manches parfois et à se dire viens, on va discuter de certains trucs qui nous tracassent, de certains trucs qui m'ont gêné. Et peut-être que, si je dirais qu'on a un défaut dans notre relation, c'est peut-être celui-là, cette difficulté-là à parler des choses plus difficiles qui nous concernent toutes les deux, parce qu'après on arrive à parler tout à fait de tout ce qui est difficile dans la vie de manière générale, mais quand il faut parler de la relation en elle-même, c'est peut-être plus difficile. Vous êtes-vous déjà embrouillé ? Non, jamais. On ne se dispute pas vraiment. Deux dernières questions. Donc, est-ce que c'est votre meilleur ami ? Je dirais que oui, même si c'est vrai que c'est un mot aussi que j'interroge un peu, la question du meilleur ami ou de la meilleure amie, parce que pourquoi à nouveau remettre des hiérarchies alors qu'on a déjà tellement de hiérarchies dans notre société. Peut-être qu'on peut juste dire que c'est une amitié très très forte et très importante pour moi. Et est-ce que vous pensez que cette amitié va durer jusqu'à la fin ?
J'espère, on fera tout pour en tout cas. Moi, je me vois bien vieillir ensemble, ouais. Eh bien, merci beaucoup. On va maintenant passer à la séquence l'amitié en danger. Les amitiés sont des liens fragiles et nous avons identifié des limites qui peuvent menacer ce lien. Pour chaque proposition, nous allons demander à Alice Rebaud de trouver un exemple dans ses amitiés ou celle qu'elle a découverte au gré de son enquête et de nous proposer des pistes pour les sauvegarder. Je laisse la parole à Amine. Bonjour. Bonjour. A-t-on besoin que nos amis soient semblables ou différents de nous? Ça, c'est une question difficile parce que dans les faits, on a plutôt tendance justement à aller vers ceux qui nous ressemblent. On dit souvent qui se ressemble s'assemble, et ça c'est très vrai, ça se voit dans les chiffres. Pour autant, je pense que c'est important d'avoir un minimum, un socle de valeurs qui se ressemblent pour pouvoir créer des liens et pour pouvoir être en confiance. Après, je pense que c'est aussi intéressant et important de pouvoir aller au-delà de notre cercle le plus proche et de ce qui nous ressemble le plus pour s'enrichir aussi des expériences des autres qui peut-être ne vivent pas un quotidien et une vie totalement semblable à la nôtre. Vous pouvez préciser? Par exemple, moi, j'ai dans mes amitiés des personnes qui ont... moi, je suis athée, j'ai pas de religion, et j'ai des personnes qui ont une religion, et du coup, j'apprends beaucoup, en fait, de ces personnes-là. Et on crée aussi un lien comme ça dans le fait de s'apprendre mutuellement des choses. C'est aussi ça, l'amitié, c'est aussi se partager, en fait, des choses qu'on connaît pas forcément soi-même dans sa propre expérience. Okay. Comment peut-on être ami quand on a des opinions différentes, par exemple sur la guerre ou sur la protection des animaux? C'est vrai que c'est pas facile d'être ami avec des personnes avec qui on a des opinions différentes, surtout quand c'est des opinions sur des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Moi, je pense que quand on est très amis et qu'on a envie de conserver ce lien, parfois c'est bien d'avoir des discussions justement sur ces sujets très importants et peut-être de se mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Après, je considère aussi que on peut aussi avoir des lignes rouges dans son esprit à ne pas franchir. Moi, je pense que par exemple sur la question du sexisme, du racisme, de l'homophobie, pour moi, c'est des lignes qui ne peuvent pas être franchies pour moi et je peux pas être amie en fait avec des personnes qui ont ce type de comportement-là, par exemple. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas pardonner en amitié? Ce que je peux pas pardonner en amitié, c'est justement quand on franchit ces lignes rouges-là. Pour moi, c'est pas possible en fait de rester amie avec des personnes qui se montrent par exemple violentes ou discriminantes ou qui... voilà, c'est pas possible pour moi. Après, ce que je peux pas pardonner aussi potentiellement, je pense, et même si je suis pas directement visée, c'est si un ami ou une amie a un comportement problématique avec quelqu'un, par exemple, peut être violent physiquement, sexuellement avec quelqu'un. Je pense que j'aurais beaucoup de mal à pardonner ça. Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Non, ça m'est jamais arrivé. D'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Fares. Est-il inévitable de délaisser l'amitié quand l'un des amis se met en couple? Ça, c'est une grosse question parce que c'est vrai que la société, elle nous encourage un peu à faire ça, à mettre toute son énergie, tout son temps dans le couple une fois qu'on entre voilà, en amour. D'ailleurs, certainement, ça vous est déjà arrivé de voir peut-être des copains ou des copines qui disparaissent un petit peu du champ de vision une fois qu'ils deviennent en couple. Et moi, je trouve que c'est très dommage. Je ne sais pas si c'est évitable ou inévitable. En tout cas, je pense qu'on doit un petit peu changer nos imaginaires pour permettre que ça ne se produise plus, pour se permettre de pouvoir nourrir et puis passer du temps avec des personnes très différentes, passer du temps certes avec son amoureux ou son amoureuse, mais aussi continuer à passer du temps avec ses amis et ne pas les délaisser. Merci pour votre réponse. Dans quel cas l'argent ou les inégalités sociales peuvent-elles être un problème en amitié et comment faire pour éviter qu'elles séparent?
Ça aussi, c'est une question hyper importante parce que y a beaucoup d'études qui montrent justement que la question économique est très importante dans la façon dont on va pouvoir créer et entretenir des liens relationnels de toutes sortes, que ce soit de l'amour ou de l'amitié. Moi, j'ai beaucoup vu des témoignages ces derniers temps, notamment après la crise du Covid et alors qu'il y avait une énorme inflation et donc beaucoup de problèmes économiques et financiers pour les personnes. Il a commencé à émerger des témoignages de personnes qui disaient j'ai plus les moyens de mes amis, c'est-à-dire que je peux plus en fait nos niveaux de vie sont tellement différents maintenant que j'ai plus les moyens d'aller dans les bars où ils vont, d'aller dans les restos, d'aller faire les activités trop onéreuses que eux font. Donc ces personnes finissent parfois par devoir se mettre un peu en retrait de leurs amitiés et puis passer moins de temps avec leurs amis. Parfois ces personnes expérimentent beaucoup de solitude. Donc je pense que c'est un vrai enjeu. Et pour le coup, dans cette situation-là, je pense que c'est plus aux autres amis finalement qui restent par exemple à un niveau de vie très élevé, de se poser la question aussi de pourquoi l'un ou l'autre de leurs amis s'est un peu éloigné, pourquoi il vient moins, est-ce qu'il n'y a pas un sujet financier ou autre derrière sous-jacent et de prendre le temps du coup de pouvoir discuter avec cette personne-là, se dire est-ce qu'on pourrait pas aussi peut-être faire des activités moins coûteuses, est-ce qu'on peut poser aussi ce sujet de l'argent parce que c'est hyper tabou en France ou dans d'autres sociétés occidentales de parler d'argent. Donc tout passe, je pense aussi en partie par la communication et puis par pouvoir se rendre compte aussi quand on est soi-même dans la position la plus favorable, pouvoir se rendre compte aussi de ses privilèges et se questionner sur ses privilèges et pouvoir les reconnaître. Merci beaucoup pour vos réponses. Nous allons maintenant passer à un petit jeu. L'amitié est un lien si libre qu'il est souvent difficile d'en dessiner les frontières. Dans cette séquence, nous allons à tour de rôle piocher des propositions. Chacun de nous devra dire si elles correspondent à un lien amical, amoureux ou de famille. Et pourquoi? Est-ce que ça vous va? Parfait. On fait des activités ensemble, comme aller au cinéma, faire du shopping, faire un foot, jouer à la play. Je pense que ça peut être les trois, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Par exemple, hier, Marcus et moi, on était connectés sur la play, on a joué à... C'est tout. À Bio6. Et vous, vous faites quoi comme activité avec vos amis? Moi, ça m'arrive d'aller au cinéma, par exemple, dans les propositions. Je sais plus ce que c'était les autres propositions, mais je sais pas, d'aller au restaurant, etc. Mais est-ce que c'est pas aussi des choses qu'on peut faire aussi avec un amoureux, une amoureuse? C'est aussi des choses... jouer à la play, je suppose qu'avec un frère, une sœur, c'est aussi possible. Donc, c'est des activités. Ouais, je dirais les trois. Nous aussi, nous aussi. Merci, madame. Au revoir. On a un animal de compagnie ensemble. Pour moi, c'est amour. Ouais. Et pour toi? Amour aussi. C'est intéressant parce que moi, dans les témoignages que j'ai eus dans le livre, justement, il y a des personnes qui, avec des amis, partagent la garde d'un chien. C'est-à-dire qu'elles habitent pas très loin, ces deux personnes, et plutôt que d'avoir chacun son chien, elles ont ce chien qui peut se balader entre leurs deux jardins. Et ces deux personnes, du coup, se partagent aussi tout le temps, parce que c'est beaucoup d'entretien. Un animal, c'est beaucoup de soins, et du coup, elles peuvent se partager le temps pour s'occuper de l'animal. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir aussi qu'on peut décloisonner finalement ce qu'on imagine possible là avec la garde d'un animal, mais ça peut être plein d'autres choses. On est heureux de se revoir. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Je pense que ça peut être amis et famille aussi. Amour aussi, non? Ouais, les trois, je pense que... Enfin, j'espère. Après, c'est vrai que dans la famille, on n'est pas forcément toujours content de se revoir. Ça arrive que parfois, les liens soient plus compliqués. Mais j'ose espérer quand même qu'en amour et en amitié, on est content de se revoir. Parce que sinon, il y a un petit problème. Merci. Merci, au revoir.
peut-on pleurer l'un avec l'autre? Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'on peut pleurer? Est-ce qu'on peut pleurer ensemble? Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je pense que c'est possible avec tous les trois, avec sa famille, avec ses amis, même avec quelqu'un dont on est amoureux. C'est possible dans les trois cas. Ouais, moi je dirais aussi. Avec ce truc quand même de se dire... j'ai l'impression que dans les amitiés masculines, entre garçons, c'est parfois peut-être un petit peu plus difficile de s'autoriser peut-être à montrer des émotions, à pleurer par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis totalement d'accord. Quand il s'agit de garçons, on est plus refermé sur ses émotions. Alors que du côté des filles, j'ai l'impression que c'est plus ouvert à ça. Et est-ce que toi, tu trouves que c'est décevant, justement, ça Qu'est-ce que tu en penses? Si c'est décevant, franchement, j'ai pas trop d'avis sur la question. Peut-être que mon camarade en a un. Est-ce qu'on peut se faire confiance, Ismaël? Pour moi, oui, c'est avec les trois, parce que c'est à partir du moment où tu as un lien, c'est que tu peux leur faire confiance. Je suis totalement d'accord avec mon collègue Ismaël sur ce qu'il vient de dire. Bah oui, je pense que c'est une bonne définition de se dire là de... En tout cas, quand on a un lien solide, je pense que ça doit beaucoup se baser sur la confiance. Je suis d'accord totalement avec vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. On n'a pas honte l'un de l'autre. Ah, c'est difficile ça. On n'a pas honte l'un de l'autre. Bah, je pense que ça dépend vraiment de chaque relation. Des fois, peut-être que on a plus honte dans les liens familiaux, je sais pas. Vu que c'est pas des liens forcément choisis, des fois on subit un peu les personnes qu'on peut avoir autour de nous. Mais après, je pense que ça peut être dans les trois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis d'accord un peu avec vous. Je pense que ça peut être dans les trois. Moi aussi, je suis d'accord avec eux. On habite ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut habiter avec les trois. Bah ouais, je suis d'accord. Souvent, on se dit qu'on peut habiter que avec sa famille ou son amoureux. Mais moi, je pense qu'on peut aussi habiter avec ses amis. On est le plus soi-même. Le plus ou ne plus être soi-même? On est le plus soi-même. On est le plus soi-même. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Avec qui on est le plus soi-même? Je pense avec sa famille. Pourquoi? Parce que je préfère plus de dire des trucs à ma mère qu'à quelqu'un d'autre. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'en penses dans ton expérience? C'est la même chose. La famille, c'est plus proche que les autres. Mm. Ou à part peut-être avec son amoureuse, peut-être. C'est toute ta vie, alors peut-être. Pourquoi pas? Bah, moi, dans mon cas, c'est plus en amour et en amitié que je me sens plus moi-même. J'ai l'impression que c'est aussi des espaces où peut-être on peut se réinventer un peu en dehors des cases. Parfois, des fois, dans la famille, on nous a dit dès l'enfance, bah, toi, t'es, je sais pas, le feignant, le pleurnichard, l'énervé, le machin. Et j'ai l'impression que plus tard, quand on grandit, et avec nos amis, par exemple, peut-être qu'on peut plus se permettre d'être autre chose, de sortir un petit peu de l'image qu'on nous a donnée dans la famille. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'on... La famille, vu qu'on est presque tout le temps avec eux, c'est là où on fait notre personnalité. C'est avec la famille. C'est eux qui nous apprennent dès le début tout ce qu'on doit savoir, quoi. Alors, dans le quotidien, quoi, ouais. Dans le quotidien, c'est-à-dire c'est avec eux qu'on doit être le plus normal, le plus soi-même. Je pense la même chose, moi. Ouais, mais la base, c'est votre famille qui vous l'a appris. C'est-à-dire, quand vous aurez des enfants, vous allez apprendre la même base. Et c'est pour ça, les familles, ça se ressemble. C'est pour ça, les générations en génération, à la fin, c'est toujours la même chose. Est-ce que des fois, ce qu'on nous apprend dans la famille, est-ce que c'est
des fois, est-ce qu'on peut ne pas être d'accord aussi avec les valeurs qu'on nous apprend de notre famille, par exemple, ou des choses qu'on nous impose, des règles qu'on nous impose dans la famille? Est-ce que du coup, dans d'autres endroits, avec d'autres relations, est-ce qu'on peut pas être un peu plus soi-même parce que justement, on n'est pas tenu à avoir ces règles-là très précises? Après, tout dépend de la personnalité des gens, mais moi, je pense que la famille, quoi, c'est la base. C'est-à-dire, même les règles, en soi, on les discute pas parce que c'est comme si c'était normal, si depuis l'enfance, vous les avez. C'est-à-dire, je sais pas. Et pour moi, c'est à peu près normal. C'est là où tu te sens à l'aise, quoi. Oui, voilà. Dormir dans le même lit. Dans le même lit. Qu'est-ce que vous en pensez? En vrai, ça peut être tout type. Famille, amour, amitié, partout. En Colombie, imaginons, il n'y a pas assez de place, tu dors avec ton pote. Chez toi, imaginons, vous n'avez pas très bien les moyens, tu dors avec ta famille, avec tes frères. Je sais pas, dans un lit superposé, un truc comme ça. Et avec ta femme après. Je suis d'accord. Moi aussi, je dirais les trois. Je suis d'accord avec mon camarade. Mais ouais, après, tout dépend de ce que vous faites. Tout dépend, tout dépend de... Voilà. Et oui, je suis totalement d'accord avec lui. Voilà. Pas de problème. Madame, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que si vous dormez avec un garçon, il n'y aura rien qui va se passer? Moi, je pense que c'est possible. Je pense qu'on a un peu cette idée, ce mythe un peu où l'amitié fille-garçon, ça peut pas exister, qu'il y a forcément de l'ambiguïté, qu'on peut pas avoir un lien entre une fille et un garçon sans lien sexuel. Moi, je pense que c'est un cliché en fait, et qu'on essaye de nous apprendre ça pour nous empêcher d'être amis les uns avec les autres, mais qu'il existe plein d'autres manières d'être en lien que simplement des liens de séduction, des liens de drague, des liens sexuels, et que c'est super dommage en fait de se priver de toutes les amitiés mixtes qu'on peut avoir dans nos vies. J'ai une autre question. Vous pensez comme ça, et est-ce que le garçon qui dort avec vous, il pense comme vous? Peut-être pas, c'est vrai. Pourquoi? Parce que y a toute une éducation qui est faite des garçons, où on leur apprend encore plus que les filles, justement, que les amitiés mixtes, ça peut pas exister, que les amitiés entre filles et garçons, ça peut pas exister, et que donc leur seule manière d'être en lien avec des filles, c'est justement d'être dans ce lien-là de séduction. Donc ça veut dire que dès tout petit, en fait, dès les premières cours d'école, on apprend aux garçons qu'il faut pas être ami avec des filles, que c'est un peu la honte, que c'est être comme une fille que d'être ami avec une fille, et qu'il faut être juste ami avec des garçons, et ça, je trouve ça super dommage. Donc ça veut dire que peut-être que la personne, l'ami garçon, recherchera davantage, plus en fait, finalement, dans la relation. Et moi, je trouve ça dommage déjà parce qu'il se prive de la possibilité de penser d'autres manières de faire lien et de faire relation. On a ce terme, je ne sais pas si vous le connaissez, de la friend zone. Le fait d'être coincé dans la zone de l'amitié, c'est souvent utilisé pour dans le cas de garçons justement qui voudraient plus avec une amie, et que cette amie leur donne pas davantage que de l'amitié. Et c'est un mot qui est utilisé un peu, je trouve, pour déprécier l'amitié, pour dire que l'amitié ça suffit pas, que c'est pas aussi bien qu'une relation sexuelle ou une relation amoureuse. Et moi j'appelle à déconstruire un peu ce terme-là, quoi, à faire en sorte qu'on l'utilise plus trop. Je suis pas trop d'accord avec vous. Pour moi, un homme et une fille, en soi, tout dépend de l'amitié, mais en soi, un homme et une fille, ça peut pas dormir dans le même lit. À part si en termes d'amitié, je parle. Mais pour moi, plus tu restes avec une fille, n'importe quelle... si vous êtes en ami, si vous restez avec une fille, il y aura toujours cette ambiguïté à la fin de... Plus vous restez longtemps, plus il y aura cette ambiguïté, et plus ça devient dans la mauvaise chose. Même si l'autre n'aura pas cette ambiguïté, c'est sûr qu'il y en aura un des deux qui aura toujours cette ambiguïté. Et on pourra jamais savoir la pensée de l'autre, mais pour moi, c'est sûr qu'il y aura toujours un. Donc pour toi, tu peux pas être ami avec une fille? Non, pour ça moi, peut pas exister. Mais même, je veux dire, l'homme, il doit avoir cette personnalité de... comment dire? Même pour sa famille. Je veux dire, l'homme, le père, il doit être... comment dire?
l'homme en sorte qui protège la maison et la femme une autre. Dites pas ce que je ne sais pas dire. Mais mais juste, je veux dire, le père il doit avoir cette masculinité. Et plus on va rester avec, plus un homme va rester avec une fille, plus il va perdre cette masculinité. Ah, parce que tu penses que du coup tu perds ta masculinité parce que tu es en contact avec une fille. Oui, mais les fréquentations, c'est les fréquentations. Par exemple, si je reste avec, imaginons si je reste avec des filles, pour moi ça va devenir normal. Je sais pas, exemple de danser, je sais pas, de mettre du maquillage ou un truc comme ça, je sais pas. Alors que si je reste avec des hommes, ça va être normal, je sais pas, des trucs d'hommes quoi. Mais est-ce que tu penses que le fait de danser ou de mettre du maquillage, ça te fait de toi moins un garçon? Oui. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a écrit sur le maquillage, c'est pour ça te transforme en fille. Alors pourquoi tout le temps dans les pubs de maquillage, c'est toujours des filles? Ouais, mais c'est vrai, c'est nos représentations. En fait, ça nous met dans des cases, ça nous empêche d'aller voir ailleurs. Mais en fait, rien de tout ça, rien de tout ce qu'on fait ne nous fait être moins fille ou moins garçon, moi, je pense. Est-ce que vous pouvez être ami avec quelqu'un qui vous aime? On a parlé ça avec Elsa. Enfin, vous êtes amis et lui, il est amoureux de vous, mais vous le considérez comme un ami. Vous pouvez... Ouais, ça c'est compliqué comme situation et je pense que ça demande justement pour le coup beaucoup de communication, c'est-à-dire de prendre le temps d'en parler et de se dire bah ok, toi tu ressens ça, moi je ressens pas forcément la même chose et je pense que je ressentirai jamais exactement la même chose que toi. Est-ce que t'es ok pour quand même on continue à se fréquenter, à passer du temps ensemble? Est-ce que ça se fait trop de mal ou pas? Et si ça fait trop de mal, bah, peut-être que c'est mieux de s'éloigner. Moi, je pense que madame, c'est ça le problème des gens qui disent que l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Moi, si quelqu'un il est amoureux de quelqu'un, enfin, si quelqu'un est amoureux de vous et que vous dites non, je ne suis pas amoureux de toi, lui, dès qu'il va avoir une occasion, il va foncer madame. Je vous jure, c'est vrai. Du coup, c'est là où l'amitié, ça n'existe pas, du coup. Si on dit que c'est de l'amitié alors que lui, il est juste amoureux de vous, ça, pour moi, ça ne marche pas. Hein. Oui, mais il n'est pas forcément amoureux de nous, c'est ça que je veux dire. C'est possible qu'il n'y ait pas d'amour qui soit entre les deux. Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense que l'amitié garçon, ça peut exister, mais dans certaines conditions. Ça peut pas... Genre deux filles, une fille et un garçon qui sont les deux célibataires et les deux qui se trouvent beaux, pour moi ça peut pas être de l'amitié. Au bout d'un moment, il y en a forcément un des deux qui va craquer. Après, s'il y en a qui sont en couple où les deux ne se trouvent pas beaux, peut-être. Je pense que ça peut marcher. Pour moi, ça marche pas. Parce que la plupart des fois où un homme ou une fille il va aller voir l'autre, c'est à 90%, c'est par ambiguïté, par attirance. 90% où les hommes où ils vont voir les filles ou les filles vont voir les hommes. C'est-à-dire dès le début ça commence mal et en plus la plupart des amitiés à la fin, par exemple les couples ou les mariages, la plupart des fois au début c'est de l'amitié. Alors pourquoi l'amitié homme-fille ça existerait alors? Bon, déjà, c'est pas parce que certaines personnes, comme elles sont en couple maintenant, étaient amies avant, que du coup, ça veut dire que toutes les personnes amies vont devenir en couple. Et puis, en fait, c'est vrai ce que tu racontes là de ces mécanismes, de la manière dont on va potentiellement aller aborder plutôt quelqu'un quand on est un garçon, comment on va aller aborder des filles. Mais moi, je pense que c'est pas de l'ordre du biologique, c'est pas naturel. Je pense que on nous apprend en fait à faire ça dans les films qu'on voit, justement ce que tu dis, les représentations, dans ce qu'on nous dit, même des expressions, etc. Dans tout petit, parfois, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais à la sortie de l'école, quand on voit une fille et un garçon de 5-6 ans en train de jouer ensemble, on dit on va les marier ces deux-là, enfin les adultes disent ça. En fait, directement, ça les place dans cette position et ça empêche de penser d'autres possibles, mais qui, je pense, peuvent exister. Et ce serait bien, en fait, de pouvoir justement casser un peu toutes ces mécaniques-là qui rendent peut-être nos relations un peu plus pauvres. Est-ce que vous aimeriez pas, vous, avoir des amis de tous les sexes, en fait, des amis filles, des amis garçons, que ce soit divers? Moi, non. Non, parce que je trouve... Quand tu es ami avec une fille, tu perds ta masculinité. Là, normalement, le père de la maison, il doit avoir cette masculinité. Il doit avoir, je sais pas, quand tu rentres dans la maison, tu dois dire, ok, lui c'est le chef. Et elle, c'est la chef, mais... Donc toi, tu considères les relations familiales comme une entreprise? Non, j'ai pas dit ça. Tu penses que c'est bien qu'il y ait un chef dans la famille? Bah oui. Bah, il doit avoir un chef ça de la maison. Ça se discute?
Mais après, le chef, normalement, c'est l'homme. Ah ouais, chez toi, c'est l'homme. Ta mère, c'est pas la chef. Sur rien. Mais si, des fois, c'est la chef, bien sûr. Parce que des fois, c'est bien sûr, la mère, elle est un peu dans les décisions avec le père. Mais les grosses décisions, la plupart des fois, ça doit être le chef de la maison, le père. C'est vrai. Mais même, je sais pas, c'est logique. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est une manière qu'on a construit. On construit la famille comme ça, mais on pourrait la penser totalement autrement. Moi, je pense que c'est une manière aussi de faire en sorte de conserver une forme de domination des hommes sur les femmes et que c'est un problème. Mais ça, c'est je trouve, même surtout sur le plan physique, il faut que c'est vrai que il faut que les femmes et les hommes, exemple dans le salaire ou dans les choses, ça soit égalitaire. Les deux, ils doivent être en égalité. Il y a des choses que des fois les féministes extrémistes abusent un peu. Exemple sur le plan physique. Et sur le plan physique, exemple, même en sport, à l'école, toujours les hommes, ils ont une note, ils ont des difficultés, ils ont une, comment elle s'appelle, pas une note, mais une attente plus que les femmes sur le terme physique. Exemple, la VMA, en sport, les filles devaient avoir 14 pour avoir 20, et les hommes, ils devaient avoir 16. Bah, c'est exactement ça. Mais ça, est-ce que c'est pas justement une conséquence, à ton avis, de cette image stéréotypée qu'on a, justement un peu cliché de l'homme doit être plus fort que la femme, etc. Est-ce que du coup, vous y perdez pas, vous aussi, un petit peu avec ces clichés-là, ces préjugés qui vous obligent à vous conformer à une certaine norme, à vous conformer à une certaine image, qui vous empêche du coup d'avoir des amies féminines, qui vous empêche de montrer parfois vos émotions, qui vous empêche potentiellement de ne pas vouloir être celui qui ramène le plus d'argent à la maison. Enfin voilà, est-ce que tout ça, et qui vous empêche d'être nul en sport, en fait vous avez le droit d'être nul en sport, ça fait pas de vous moins des garçons. Mais non, j'ai pas dit ça. Juste pour moi, sur mon point de vue, et c'est pas... je connais, mais pour moi, la femme, elle doit pas travailler. Je veux dire, elle doit être... Non mais, oh. Pour moi, la femme, elle doit pas travailler. Elle doit, si tu te maries avec ton mari, ton mari doit prendre tout en compte. Si. Mais quoi, j'ai le droit? Attendez, moi je trouve que là, Mohamed, peut-être tu prends beaucoup le micro et j'ai entendu que des garçons prendre la parole sur cette question. Est-ce qu'il y a une fille qui a envie de dire quelque chose? Je trouve ce que tu dis, c'est très chaud, parce que je comprends pas pourquoi tu dis ouais, c'est l'homme qui doit aller travailler, etc. Que la femme, elle doit rester chez elle, ou que c'est les hommes, les chefs, alors que pas du tout. Genre, chez moi, c'est plutôt ma mère qui prend les décisions, alors que c'est bien une femme, jusqu'à la preuve du contraire, je pense. Après, ensuite, je sais pas, ce que tu dis, c'est un peu sexiste sur les bords. Je pense que tout le monde est d'accord. Ok. On a un enfant ou on éduque un enfant ensemble. Je pense que c'est plus familial ou amoureuse, plus que amie. Je pense la même chose. Effectivement, c'est vrai qu'on nous apprend plus à se dire que élever un enfant, ça se fait dans le cadre de la famille, avec son amoureux ou son amoureuse. Mais il y a de plus en plus de personnes qui remettent un peu ça en question et qui se disent que c'est possible aussi potentiellement de faire un enfant avec un ami, notamment avec la PMA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une manière de faire des enfants non biologiquement, voilà, avec une aide de la science. Et puis, il y a aussi des personnes qui, sans forcément être les parents d'un enfant, entre amis, qui ont par exemple soi-même un enfant et leur ami les aide dans la garde des enfants, dans le soin et l'éducation fait aux enfants. Et ce qui permet un petit peu de décharger un peu les parents finalement aussi de tout le poids que ça peut être de s'occuper d'un enfant, ce qui est fatigant, ce qui prend du temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, de la possibilité d'aider des amis dans leur parentalité, par exemple? Alors, oui, on peut aider en effet, mais je pense que si vous faites un enfant, par exemple, avec un de vos amis, je pense que vous ne serez pas totalement d'accord avec l'éducation de l'enfant. Donc, ça peut un peu casser votre amitié
En mode, par exemple, vous voulez que, je dis n'importe quoi, vous voulez qu'il aille en privé et que votre ami il pense qu'il c'est mieux en public, bah, ça va en mode créer un peu une embrouille et des tensions dans votre amitié. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis là, parce que est-ce que du coup tu as l'impression qu'entre amoureux, amoureuses, on a plus de... Enfin, on pourrait pas avoir ce type d'embrouille là, enfin, on serait forcément d'accord sur ces gros sujets de la vie? Non, pas comme ça, mais je pense qu'entre amoureux, on a plus, ou amoureuses, on a plus le temps on va dire, de réfléchir, on construit une relation amoureuse, etc. On réfléchit à ce qu'on veut pour notre avenir, pour notre enfant, etc. Alors qu'avec nos amis, on est plus un peu dans le fun, on pense aussi à notre avenir, mais au niveau autrement. Bah, moi, en tout cas, j'ai rencontré des personnes qui, quand elles faisaient justement un enfant avec un ami, prenaient beaucoup de temps justement pour discuter de toutes ces questions-là dont tu parles sur l'éducation des enfants. Je sais pas, dans quelle école on le met, est-ce qu'on l'envoie en colonie de vacances, ça se passe comment sur l'argent, etc. Toutes ces questions-là, en fait, avant même que l'enfant arrive, ils prennent le temps de se poser autour d'une table et puis de discuter beaucoup. Ce que peut-être finalement en couple on fait pas forcément, parce que c'est un peu une continuité. On se met ensemble, on habite ensemble et puis on fait un enfant, et puis finalement on n'a pas vraiment discuté concrètement de quelles sont nos valeurs chacun, et puis peut-être que des fois ça peut justement créer des tensions quand l'enfant est là, parce comme on n'en a pas discuté en amont, ça peut devenir épidermique et on peut se disputer. On peut ressentir la jalousie. Ouais, on peut ressentir. Oui, on peut ressentir la jalousie. Par exemple, imagine le père de ton ami, il achète une voiture et toi, tu n'as pas de voiture. Tu peux avoir une jalousie. Ouais, donc ça peut être en amitié, en amour aussi, je pense. On peut ressentir de la jalousie aussi. Et dans la famille aussi, moi je pense. Des fois, ça existe aussi, par exemple, la jalousie entre frères et sœurs. Vous en pensez quoi? Dans quel cadre est-ce qu'on peut sentir de la jalousie? Moi, je pense plutôt c'est plus, on va dire, fréquent, c'est la famille et les amours. Parce que dans la famille, les frères et sœurs, ils sont jaloux, des uns et des autres, logiquement. Enfin, pas logiquement, mais voilà. Après, entre amours, tu vas être un peu jaloux si, par exemple, ta partenaire elle est amie avec des garçons, mais après, je pense que l'amitié filles-garçons existe. Voilà. Oui, mais je veux bien ton avis sur ça, justement. Faut pas qu'il y ait forcément des attirances envers les uns et les autres, parce que sinon ça va pas fonctionner. Mais ça peut exister. Par exemple, j'ai un meilleur ami depuis la crèche. Donc ça fait au moins 15 ans qu'on se connaît. Il n'y a jamais eu, pas trop d'attirance. J'ai déjà dit parce que ma classe elle était pas en CE2, CM1, ils étaient pas fous. Du coup, j'ai dit oui, vu que t'es mon meilleur ami, on va dire que t'es le plus beau. Mais il n'y a eu pas trop de trucs. On pouvait... Je sais pas comment expliquer, mais on est meilleurs amis depuis tout ce temps. Je pense pas qu'il va briser cette amitié, moi non plus. Il est encore en mode les filles burk, je veux pas être avec des filles. La seule fois qu'il était en couple, c'était en maternelle. Il a préféré jouer au foot qu'être avec sa copine. Donc je pense qu'il est encore un peu bébé sur ça et c'est mort. Donc voilà. Tant mieux. Ce que j'entends, c'est que c'est un lien important pour toi, en tout cas. Oui, parce que vu que nos petits frères ils sont amis, du coup, j'ai pas envie de briser ce lien avec lui, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Merci. Nous allons passer maintenant à la séquence questions du public. Je voudrais juste faire une petite intervention après pour faire un petit bilan sur ce qui s'est passé là. Il y a 2 questions, parce que quelqu'un me demandait, je ne dirais pas qui, mais pourquoi c'est toujours les filles qui disent qu'elles ont des amis garçons et jamais les garçons qui disent qu'ils ont des amis filles? Moi, je pense que là, si un garçon, vu le fait que tous les garçons rigolaient très fort ensemble, s'il y avait un seul garçon qui avait levé le doigt pour dire « moi, j'ai une amie fille »,
mais il n'aurait pas osé le faire. Parce qu'il aurait été... Eh ben, moi, je veux bien que tu me racontes qui sont tes amies filles, Chèque. Bah, moi, j'ai déjà eu des amies filles. Carrément, j'ai déjà eu des meilleures amies filles. Mais il n'y avait pas d'attirance, c'est pour ça. Et, et pourtant, oui, c'était mes amis. Moi, franchement, jusqu'en primaire, j'avais plein d'amis filles. C'est juste que on n'est pas allé dans les mêmes collèges. Et c'est aussi ça. Mais aussi dans le collège, j'ai des amis filles. Hein. Oui, Tenzin. Non, Tassine, non, parce que il y a eu un truc, mais t'inquiète. Non, sinon, j'ai des amis filles dans le collège. Mais bon, on se voit un peu moins qu'avec les gars, mais sinon, c'est bon. Nous allons passer aux questions du public. Si vous avez des questions sur ce qui s'est dit pendant l'interview ou pendant le jeu, n'hésitez pas, à vous la parole. Qui est la dernière personne avec qui vous êtes devenus amis? C'est dur comme question, ça. Alors, là, j'ai déménagé dernièrement. J'habite plus à Paris, j'habite en Bretagne maintenant. Et là-bas, je me suis fait une nouvelle amie qui écrit aussi des livres. Donc voilà, on partage beaucoup de choses autour de ça. Qu'est-ce que vous proposeriez pour permettre aux amitiés de se développer? Pour moi, c'est vraiment un changement presque de la société entière qu'il faut avoir pour donner plus de place à nos amitiés, permettre d'avoir des fictions, par exemple, différentes, des séries, des livres, des films où l'amitié est importante et où elle est au centre, parce que souvent, dans les films, dans les séries, etc., c'est beaucoup l'amour qui est premier dans les intrigues et dont on parle beaucoup. Et pourtant, il n'y a pas que ça. Et voilà, je pense que pour donner de la place aux amitiés, on a besoin de nouveaux imaginaires, on a besoin aussi peut-être de pouvoir offrir des rites à l'amitié, c'est-à-dire que dans la famille ou dans le couple, par exemple, on a, Noël, le mariage, plein de trucs comme ça, plein de rites, en fait, plein de moments, plein de fêtes dans l'année qui célèbrent l'amour ou la famille. Et on n'a pas tellement ça, en fait, finalement, pour l'amitié. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer de nouvelles choses qui nous permettraient justement de célébrer, de dire à nos amis qu'on les aime, tout simplement? Comment vous trouvez l'inspiration pour écrire vos livres? Ce livre-là, j'ai trouvé l'inspiration dans mon travail de journaliste au Monde, où, à force d'observer la jeunesse, de faire des articles justement sur la vie intime, j'ai vu monter un peu cette envie de revaloriser les liens amicaux chez notamment les personnes qui ont 20, 30 ans. Et donc, j'ai fait un premier article sur ce sujet et ça m'a donné du coup envie d'écrire davantage sur l'amitié et de faire ce livre. Est-ce que y a un ami garçon à vous que vous trouvez beau physiquement? Est-ce que moi j'ai un ami garçon que je trouve beau? Non, ils sont tous moches, mes amis. Non, je rigole. Ouais, oui, ça arrive. Ouais. C'est bizarre. Après, j'ai pas beaucoup d'amis garçons en vrai. J'ai des copains garçons, mais en termes d'amitié, donc ce qui est pour moi l'étape d'après, vraiment une amitié très profonde, c'est vrai que c'est plus avec les filles que ça se passe, parce que, et c'est un peu ce qu'on a raconté tout à l'heure, et pas du tout sur la question de l'ambiguïté, mais plus sur le rapport du partage des émotions, de qu'est-ce qu'on s'autorise à se montrer en fait dans une relation, et c'est vrai que dès petites, on nous apprend plus en tant que fille à davantage parler, à davantage montrer qui on est. Et c'est vrai que c'est moins simple pour les garçons. Donc peut-être que c'est pour ça que j'ai moins d'amis garçons. Madame, est-ce que pour vous, le classement d'amitié existe? Le classement? Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait une hiérarchie entre tous nos amis? Ouais, comme collègues,
connaissances et des trucs comme ça. Ouais, mais ça c'est intéressant parce que je trouve que en amitié, on manque peut-être un petit peu de mots pour dire différentes amitiés qu'on a dans notre vie. Donc les personnes qui sont très très proches, les personnes qu'on voit que de temps en temps. Et peut-être que inventer de nouveaux termes, par exemple collègue, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste un pote comme ça? Meilleur ami, est-ce que c'est l'ami très très important pour nous? Je pense qu'on a besoin peut-être d'inventer des nouveaux mots. Il y a des personnes qui inventent même des mots comme, je sais pas, ami-amour, par exemple, pour dire que c'est des personnes qui sont très 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 importantes dans leur vie. Voilà, je pense que peut-être, sans dire forcément qu'il y a un classement dans nos amis, c'est vrai que forcément, de facto, en fait, on n'a pas un temps illimité dans notre vie, donc on ne peut pas nourrir tous nos liens de la même manière et avec la même intensité. Donc je pense que forcément, il y a des liens qu'on nourrit plus ou dans lesquels on donne un peu plus d'importance ou un peu plus d'énergie. Après, ça ne veut pas dire que les autres liens, par exemple, les personnes qu'on voit que de temps en temps pour faire, je sais pas, un ciné une fois tous les 3 mois, c'est pas des liens importants. Je pense qu'ils ont tout aussi une aussi grande importance dans nos vies et ils sont pas moins valables pour autant. Sans indiscrétion, êtes-vous bien payé dans ce métier de journaliste? Ah, ça vous intéresse la question de l'argent? Votre camarade m'a posé la question tout à l'heure aussi. Le milieu du journalisme, c'est pas un milieu où on est vraiment très bien payé. Il y a, en tout cas on est quand même bien payé. C'est-à-dire qu'on est mieux payé que la moyenne de la population. Mais pour autant, à un standard Bac+5, donc c'est-à-dire avec un niveau master, c'est vrai qu'il y a des métiers qui sont plus rémunérateurs que les nôtres. Le souci aussi dans le journalisme, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a moins d'argent pour les médias, que les gens sont moins prêts à payer de l'information, il y a aussi moins de postes dans les médias. Donc c'est un métier qui est plutôt précaire. Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés au journalisme et peu de place finalement dans les rédactions. Donc ça veut dire qu'il y a souvent une grande partie des jeunes qui sortent d'école, qui passent par des contrats précaires, un peu mal payés, et souvent par un statut qu'on appelle le statut de pigiste, qui est on fait des articles, on est payé à l'article en fait, et on n'est pas forcément dans une rédaction avec un CDI. Vous pensez que vous méritez plus ou vous pensez que vous êtes bien payé? Je sais pas. Je pense que dans les standards, en tout cas, du secteur, je pense que je suis relativement bien lotie. Voilà, on va dire ça. Y a-t-il d'autres questions ou pas? Est-ce que ça serait possible d'avoir des chiffres? Des chiffres sur quoi? Sur le salaire. Ah, sur le salaire. Franchement, je sais pas les chiffres moyens. Ça vous intéresse beaucoup, hein? Vous voulez faire des métiers rémunérateurs, c'est pour ça? Non, mais en fait, je comprends pas pourquoi c'est tabou, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Nous, alors, au Monde, le salaire d'entrée de base, il est à, je crois, 2300 net, 2300 € net. Donc, ce qui est bien. Mais bon, c'est vrai que pour des métiers à Bac+5, on a parfois des meilleures rémunérations. Mais ça, c'est vraiment la fourchette haute dans le secteur. Il y a d'autres médias qui payent beaucoup moins que ça. Et puis, comme je disais, il y a aussi des pigistes qui parfois vivotent avec, je sais pas, 1000, 1200 € par mois. Voilà, ça existe aussi. Et après, il y a les grandes stars, celles que vous voyez sur les plateaux télé, qui présentent le JT de TF1 ou de France 2. Et elles sont très, très, très bien payées. Mais ça représente vraiment une poignée en fait, de personnes dans le milieu. Derrière, il y a toute une armada de personnes qui travaillent sur les plateaux, derrière, sur le terrain, à faire des reportages, et puis à l'écrit, et qui sont pas forcément dans ces tranches-là des grandes stars qui représentent un peu le journalisme en France, quoi. Ok, merci. Si un jour vous dormez avec un garçon et qu'il se passe quelque chose, est-ce que vous serez toujours amis avec lui? Moi, je pense que de plus en plus, est-ce que ça peut pas un peu se brouiller les frontières entre amour, amitié, désir? On parle de plus en plus, par exemple, de sex friends. Ça existe en fait aussi de pouvoir avoir parfois des relations sexuelles avec ses amis et de rester amis malgré tout. C'est aussi le cas parfois des plans cul, par exemple, qui peuvent devenir des amitiés. Les choses en fait se brouillent de plus en plus. Et d'ailleurs, les dernières études montrent que pour les jeunes générations, celles un tout petit peu après vous, mais
certainement peut-être la vôtre aussi, les choses sont de moins en moins figées en fait. On peut expérimenter différents types de modes relationnels qui ne s'arrêtent pas simplement à on est en couple ou on est amis. Il y a d'autres choses qui peuvent se jouer et qui font aussi la variété finalement des liens humains. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup à Alice Rebaud pour ses réponses passionnantes et engagées et le temps que vous nous avez consacré. Nous remercions également les 3e Pauline du collège Mariette Villiers et les 3e 3 du collège Fabien, les professeurs Madame Bellili et Madame Aloussi, Monsieur Lemoine, le rectorat et la DRAC pour leur soutien. Merci. Le cinéma Le Méliès, l'équipe de l'association AVEC et en particulier Florent, Julien, Rani et Madani pour leurs connaissances techniques. La journaliste Elsa Sabado pour son aide précieuse lors de séances de préparation. Et enfin, les bibliothèques de Montreuil et plus particulièrement Annabelle, Marlène et Valérie. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. On vous donne rendez-vous le 23 mai à la bibliothèque Robert Desnos de Montreuil pour la soirée ado et ensuite le 20 juin pour la projection de l'émission au cinéma Le Méliès de Montreuil. Merci encore à tous et à toutes. Ouais.